métal et pierre, son plafond voûté perdu dans l'ombre, bien au-dessus des rangées de sièges, disposés en gradins et en anneaux concentriques, chacun occupé par les représentants des plus grandes civilisations de la galaxie, leurs formes variaient considérablement, certains avaient des écailles, d'autres de la fourrure, d'autres encore étaient recouverts d'épaisses plaques protectrices ou d'une peau caoutchouteuse. L'air bourdonnait des appareils de traduction et des systèmes de climatisation qui maintenaient un équilibre précis pour des centaines de besoins atmosphériques différents. Les griffes du représentant Carix cliquetaient sur le sol poli, tandis qu'Ilil s'approchait du podium central. Son espèce avait évolué à partir de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et cela se voyait dans chacun de ses mouvements délibérés. Ses pattes articulées vers l'arrière se terminaient par des griffes crochues, tandis que son crâne, allongé, était parcouru de rangées de capteurs qui lui permettaient de détecter les moindres changements de température ou de mouvement. Lorsqu'il parlait, sa voix portait les harmoniques communes à son espèce. « Vénérable collège !» commença-t-il manipuler les commandes holographiques avec une aisance acquise par l'habitude. Je me présente devant vous avec de graves préoccupations concernant une nouvelle espèce découverte. L'image de la Terre apparut au-dessus de la salle, une marbre tourbillonnant de bleu et de blanc. Ils se nomment eux-mêmes les humains et représentent une menace unique pour la stabilité galactique. Des murmures parcoururent l'assemblée, tandis que des données commençaient à défiler à côté de l'image. Composition atmosphérique, gravité, température moyenne, mais Car XS concentra sur d'autres chiffres. Au cours du dernier cycle solaire de leur monde, ils avaient engagé dans plus de 50 conflits armés distincts. Leurs progrès technologiques sont presque exclusivement motivés par la guerre. Lorsqu'ils ont divisé l'atome, c'était pour créer des armes. Lorsqu'ils ont atteint leur lune, c'était pour gagner une course à l'armement. Même leurs plus grandes avancées médicales proviennent du traitement des blessures sur le champ de bataille. Dans sa loge privée, le grand-duc Felddorf bougeait de manière incontrôlable, sa silhouette profilée enfonçant plus profondément dans le siège rembourré conçu pour son anatomie sassienne. Son aide se pencha vers lui et lui murmura quelque chose qui fit frémir le duc d'inquiétude. Mais leur nature violente n'est qu'une partie du problème. Car X continua à montrer de nouvelles images, des structures squelettiques humaines, des analyses de densité musculaire, des études d'adaptation à l'environnement. Ils sont capables de survivre dans presque tous les environnements, leur endurance dépasse celle de 90% des espèces connues, leur capacité à métaboliser les toxines et à guérir de leurs blessures est sans précédent et, plus inquiétant, encore, ils s'adaptent non seulement culturellement, mais aussi physiquement. Leurs corps deviennent plus forts. En réponse aux épreuves 7, leur esprit développe de nouvelles solutions à une vitesse effrayante. Avec le temps, ils pourraient devenir imparables. L'assistant du duc prenait frénétiquement des notes, mais Felddorf restait concentré sur les images. Il voyait quelque chose de différent en elles. Un potentiel, oui, mais pas nécessairement destructeur. « Nous avons deux choix », dit Cax d'un ton pressant. « Nous pouvons s'attendre qu'ils développent eux-mêmes le voyage interstellaire, probablement au prix de nouvelles guerres, et affronter ce qu'ils deviendront, ou nous pouvons agir maintenant, alors qu'ils sont encore primitifs, et faire en sorte que leurs forces servent la galaxie plutôt que de la menacer. » La salle s'est enflammée. Les représentants se sont concertés avec leurs conseillers, les canaux diplomatiques bourdonnaient de messages privés et les algorithmes de prédiction simulaient d'innombrables scénarios. Je propose Car X à élever la voix au-dessus de la salle, que nous prenions le contrôle de cette espèce dès maintenant. Leurs capacités physiques le rendent idéaux pour les tâches difficiles, voire impossibles, pour les autres espèces. Leur adaptabilité leur permet de travailler dans des environnements trop hostiles pour la plupart d'entre nous. Sous une bonne direction, ils pourraient devenir un atout considérable plutôt qu'une menace existentielle. Le duc se leva lentement, sa silhouette imposante imposant le respect même depuis plusieurs rangées plus haut. Et quel est leur potentiel de progrès pacifique, leur capacité pour l'art, la musique, la philosophie? Allons-nous condamner toute une espèce à servitude,
Sur la base de leur capacité à la violence plutôt que sur leur capacité avérée à évoluer, les capteurs de KX se mirent à clignoter. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, nous ne pouvons pas risquer la stabilité de la galaxie en espérant qu'ils choisissent la paix. Leur histoire parle d'elle-même. Leur histoire est une histoire de survie. Feldorf répliqua d'une voix grave qui résonna dans toute la salle. Toutes les espèces ici présentes ont évolué à travers les conflits. Nous portons tous les marques de notre passé violent. Qui d'entre nous souhaiterait être jugé uniquement sur nos pires moments? Mais les paroles du duc ne trouvèrent que peu de soutien. Déjà, des représentants signalèrent leur accord avec Carax. Les possibilités économiques suffisaient à elles seules à influencer de nombreuses espèces marchandes, tandis que les puissances militaires y voyaient une occasion de gagner un avantage en force terrestre. Le vote, lorsqu'il eut lieu, fut décisif. Les écrans de la salle affichèrent les résultats, un soutien écrasant en faveur d'une intervention immédiate et du contrôle de l'humanité. Seule une poignée de systèmes, menés par Satyan Bonis, s'opposèrent à cette décision-opposition, tandis que la salle commençait à se vider. Carax s'approcha de la loge du duc. « J'espère que vous comprenez, votre grâce. C'est pour le bien de tous. Mieux vaut le guider fermement maintenant, pour pouvoir les affronter d'égal à égal plus tard. » Le blowhole de Feldorf libéra un léger jet de vapeur, l'équivalent d'un soupir chez son espèce. Je comprends seulement que nous avons choisi la peur plutôt que la foi, représentant. Je prie pour que nous ne vivions pas assez longtemps pour le regretter. Le conseil a parlé, répondit simplement Carx, avant de se retourner pour quitter la duc, resta dans sa loge longtemps après, que la salle se fut vidée, regardant l'image de la Terre tourner lentement au-dessus du podium vide. Son assistant finit par lui toucher doucement le bras. « Votre grâce le transporte à Tende. »« Oui, » dit doucement Fiseldorf. « Tout se résume toujours au transport, n'est-ce pas? Déplacer des choses, déplacer des gens là où les autres pensent qu'ils s'appartiennent. » Il se détourna de l'image du monde natal de l'humanité. « Envoyez un message à nos commandants quand l'invasion commencera. Nous ferons tout notre possible pour minimiser les pertes humaines. » Après leur départ, la puissante queue du duc traîna légèrement, signe d'une profonde lassitude chez son espèce. Il s'était déjà opposé à la majorité, mais jamais son cœur n'avait été aussi lourd. Quelque part sur cette bille bleue, en contrebas, l'humanité vaquait à ses occupations, inconsciente que son destin venait d'être décidé par des êtres dont elle ignorait l'existence. Le duc ne pouvait qu'espérer qu'une partie de leur esprit survivrait à ce qui allait arriver. Lady Marisol Fussor se tenait à la fenêtre du dernier vaisseau restant de sa famille, observant les navettes de ravitaillement dériver entre les plateformes orbitales brûlées. L'atmosphère terrestre montrait encore des traces de l'invasion, des traînées de cendres là où les villes avaient brûlé, de grandes taches brunes là où des mesures désespérées avaient brûlé la Terre, même maintenant, 2 ans après que l'humanité, la planète, portait ouvertement ses cicatrices. La forme satinée de son vaisseau semblait désuète dans ses robes de deuil, le tissu sombre accroché à sa crête dorsale, et le collier cérémoniel se découpant contre son trou de blot, mais la tradition exigeait une tenue appropriée, même, ou surtout lorsqu'on recevait des nouvelles de nouvelles pertes. Le baron Crimson a officiellement révoqué nos droits commerciaux. Son aide, Poineau, a signalé que son propre corps, plus petit, montrait des signes de stress, la peau desséchée par de trop nombreuses heures passées dans l'air recyclé, le F-Luc tombant de fatigue. Sans cesse-route, nous ne pouvons même pas maintenir cette flotte réduite, termina Marisol. Le goût était amer. Combien de vaisseaux pouvons-nous garder? 3, madame, y compris celui-ci, répondit-elle. Absorbée par la nouvelle, 3 navires plus loin parmi les centaines qui autrefois arboraient fièrement le drapeau de Feldor. L'opposition de son père à l'invasion leur avait coûté cher, des alliés, des accords commerciaux annulés, des pressions politiques subtiles devenues ouvertement des attaques. Maintenant que le grand-duc était mort, elles devaient guider les restes de leur grande maison à travers les conséquences de cette invasion. Un tintement discret interrompit ses pensées. « Les nouveaux arrivants sont prêts pour l'inspection, madame. »
Marisol redressa sa robe, il était temps d'affronter une autre conséquence de la défaite. La baie de détention avait été transformée en zone de chargement, ses hauts plafonds portaient encore les traces des lourds systèmes de contrôle atmosphériques. 20 humains se tenaient en ligne, vêtus de simples tuniques grises, qui les identifiaient comme des travailleurs nouvellement recrutés. Leur garde, un homme brutal au corps couvert de plaques de cornes superposées, se tenait suffisamment en retrait pour montrer clairement qu'il ne craignait aucune tentative d'évasion. « Ce sont ceux de la colonie des montagnes », demanda Maricel en étudiant leur visage. Les humains étaient si expressifs, leurs traits si mobiles, d'une manière que sa propre espèce ne pouvait égaler. Oui, madame, la famille Carpenter et leurs associés. Ils ont résisté plus longtemps que la plupart. Ils sont très intelligents et se sont réfugiés dans des grottes, ce qui les a rendus difficiles à trouver jusqu'à ce que la faim les pousse à sortir. Un grand homme s'avança légèrement sans rompre la formation, mais en se rendant visible, point remarquable. Ses cheveux noirs étaient striés de gris, son visage buriné par le soleil et le vent, mais ses yeux restaient fermes lorsqu'ils rencontrèrent ceux de Maricel. « Marcus Carpenter, dit-il simplement, je parle au nom de ma famille. » Le garde recula pour le frapper pour avoir pris la parole sans y être invité, mais Maricel frappa le pont d'un coup sec qui fit résonner le métal. « Ce ne sera pas nécessaire. Je préfère que mes travailleurs restent en un seul morceau. » Elle s'approcha de Marcus, remarquant comment les autres se tendaient de manière protectrice autour d'un groupe de jeunes humains. La solidarité familiale était quelque chose qu'elle comprenait bien. « Vos hommes se sont bien battus, » dit-elle doucement. « Nous avons perdu, » répondit Marcus d'une voix soigneusement neutre. « Oui, en effet. » Marisol se tourna vers eux tous. « Je suis Lady Marisol Feldor. Vous êtes désormais liés à ma maison, ou ce qu'il en reste. Vous travaillerez, mais vous ne serez pas maltraités. Vous servirez, mais vos familles resteront ensemble. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est du pragmatisme. Les outils cassés ne servent personne. » Une jeune femme humaine prit la parole, sa voix trahissant une pointe de défiance. « Et si nous refusons de travailler? » AAR serait dit à nouveau, mais Marsoul restait calme. « Alors vous serez vendus à des maisons qui se soucient peu de l'utilité. » Les fissures, les cuisses. Peut-être ont-ils toujours besoin de remplaçants pour leurs opérations minières. Peu survivent plus d'un an dans leur tunnel. Elle laissa ces mots faire leur effet, observant la compréhension se répandre sur leurs visages. Ils étaient assez intelligents pour reconnaître le choix qui leur était offert. Un service dur, mais survivable, ou une mort lente dans leur esprit. Marcus reprit. « Ça ira, mais je veux votre parole personnelle que ma famille restera ensemble. » Maricel croisa son regard et vit dans ses yeux quelque chose de familier. La même détermination désespérée qu'elle avait ressentie en essayant de maintenir sa propre maison. « Vous l'avez, la parole de la maison Feldor. Il reste encore quelque chose, même maintenant. » Elle fit signe à Pinault de les installer dans l'habitat Wing, de leur faire passer un examen médical complété, de leur donner une alimentation nutritive, puis elle s'interrompit, réfléchissant à l'accès aux bases de données éducatives. S'ils doivent servir ma maison, ils doivent connaître son histoire. L'expression du garde montrait une désapprobation claire, mais il savait qu'il valait mieux ne pas objecter. Alors que les humains étaient emmenés, Marison remarqua que Marcus jetait un coup d'œil en arrière, non pas avec haine ou peur, mais avec quelque chose qui ressemblait davantage à une évaluation, comme s'il la jaugeait, tout comme elle l'avait fait plus tard dans ses appartements privés. Poineau apporta les rapports financiers du jour. Plus de pertes, plus de revers, le coût de l'entretien d'une petite population de travailleurs humains allait mettre à rude épreuve leurs ressources déjà en déclin. « Nous pourrions en vendre certains, » suggéra-t-il à contre-cœur. « Les cuisses fendues se vendraient bien, surtout les plus robustes. »« Non, » répondit Marisol en frappant le bras de son fauteuil. « Mon père s'est opposé à toute cette opération parce qu'il croyait qu'il fallait faire ce qui était juste, pas ce qui était opportun.
Je ne déshonorerai pas sa mémoire en manquant à ma parole. Alors nous devons trouver d'autres moyens de reconstruire, madame. Les anciennes routes commerciales sont proches de nous maintenant. Marisol regarda à nouveau la terre en repensant au regard déterminé de Marcus Carpenter. Alors nous en créerons de nouvelles. Ces humains ont survécu Zeus, terre pendant des mois, en ne vivant que de leur intelligence. Peut-être peuvent-ils nous apprendre quelque chose sur l'adaptation. Elle ne s'en rendit pas compte à ce moment-là, mais cela semblerait plus tard significatif que ce soit la première fois que quelqu'un suggérait d'apprendre de l'humanité plutôt que de simplement l'exploiter. Au-dessus, la Terre continuait. Sa lente rotation, ses cicatrices s'estompant déjà peu à peu, alors que la nature entamait le long processus de guérison. Mais certains changements s'avéreraient permanents, remodelant à la fois les conquérants et les conquis. Jorah Feldorfluk dispersa la terre en s'agenouillant pour examiner attentivement les plantes mourantes. La lumière tamisée du soleil projetait d'étranges ombres à travers les feuilles flétries. Quelque chose n'allait pas avec le cycle de l'azote. C'était le 3e échec de la saison. Sa crête dorsale était douloureuse à force de se pencher de vérifier les échantillons de terre, mais il ne pouvait pas se permettre une autre récolte ratée. Les bactéries ne fonctionnent pas correctement, dit Diane Carpenter, agenouillée à côté d'elle. Les mains humaines se déplaçaient avec une aisance pratique dans la terre, vérifiant le niveau d'humidité et la structure des racines. Nous devons ajuster le pH. Jorah réprima sa frustration. Il y a 20 ans, sa famille possédait tout ce continent. Aujourd'hui, il travaillait dans un seul dôme en difficulté, luttant pour atteindre les quotas de production qui augmentaient chaque saison. Leur seul bien de valeur était Diane elle-même, même si Jorah détestait penser à elle ainsi. Les minéraux d'amendement sont trop chers. La main de Jorah frappa le sol avec agitation. Le nouveau baron avait encore doublé les tarifs. Le visage buriné de Diane ne montra aucune réaction. Elle était avec la famille depuis avant la naissance de Janor, hérité avec leur dernière propriété restante lorsque le créancier avait dépouillé son père de tout le reste. Son père avait fait partie du premier groupe d'humains acquis par la maison Feldor, alors enfant, et Diane elle-même était née dans cette famille, et avait grandi en apprenant l'agriculture aux côtés des parents de Jorah. Nous pouvons fabriquer nos propres amendements, dit Diane doucement en sortant un petit bloc-notes de sa veste de travail. J'ai étudié la chimie des sols, les composés de base sont disponibles dans la roche locale, il suffit de les traiter correctement, répondit Diane. Le blowhole de Jorah vibra de surprise. Où as-tu accès à des bases de données chimiques? Dans les anciens fichiers éducatifs de ta mère, ils étaient encore chargés dans le système du dôme. Les lèvres de Diane esquissèrent un sourire. Personne n'avait pris la peine de les restreindre après le transfert de propriété. Il pensait probablement qu'aucun humain ne les comprendrait de toute façon. Il y a 10 ans, Janora aurait été choqué par une telle initiative de la part d'un travailleur humain, mais la nécessité avait effacé les vieux préjugés. Diane n'était pas seulement leur seule esclave restante, elle était la seule raison pour laquelle elle avait survécu aussi longtemps. Ses connaissances en agriculture terrestre s'étaient avérées inestimables lorsqu'ils avaient été contraints d'elles mettre eux-mêmes à cultiver. « Montre-moi », dit Jorah en s'approchant pour voir l'écran du tablette. La formule chimique était complexe, mais les annotations de Diane rendèrent le processus clair. « Ça pourrait marcher, mais nous avons besoin d'équipement. Je peux modifier les anciens filtres à eau. Les principes de base sont similaires. » Diane hésita cependant. « Techniquement, je ne suis pas censé manipuler des machines complexes sans surveillance. » Jorah expira de la vapeur d'eau par son trou de communication. « Techniquement, je suis censé vivre dans un manoir et assister à des réceptions diplomatiques, passe creusées dans la terre. Les temps changent. » Ils travaillèrent tout l'après-midi, Diane expliquant les processus chimiques tandis que Jorah calculait les taux de production. Les connaissances des humains étaient impressionnantes, bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'une simple esclave agricole, mais la famille de charpentiers avait toujours été différente. Ils avaient conservé leur dignité même dans la servitude.
trouvant des moyens d'apprendre et de s'épanouir malgré les restrictions qui leur étaient imposées. Leur travail silencieux fut interrompu par des pas lourds qui approchaient de l'entrée, du dôme. Jorah se raidit en reconnaissant la porte caractéristique d'un exécuteur de Kragthai. Il venait de plus. Ces derniers temps, il cherche souvent n'importe quelle excuse pour infliger des amendes à Lévi ou imposer de nouvelles restrictions. Lady Feldor, la voix de l'annonceur dégoulinait de courtoisie feinte, son corps brillant sous les lumières. Du dôme. Inspection de routine, mais je vois que vous s'enfreignez toujours les règles relatives à la main-d'œuvre. Les humains ne sont pas autorisés à manipuler la documentation technique. Diane rangea habilement le bloc-notes, gardant les yeux baissés comme prévu, mais Jorah remarqua que ses mains étaient fermes, sans aucun signe de peur, contrairement à la plupart des humains ne montraient autour de la cuisse de Crack. « Elle m'aide à analyser le sol », dit Jorah avec précaution. « En raison de la pauvreté de ma famille, votre statut familial a été révoqué ?» L'agent l'interrompit. « Vous êtes désormais soumise aux règles coloniales standards. Les humains doivent être affectés à la main-d'œuvre générale et ne peuvent être assignés exclusivement à une seule ferme. Nous avons les documents nécessaires, qui expirent à la fin de la saison. » Les plaques buccales de l'agent cliquetèrent de satisfaction. « À moins que vous n'atteigniez les nouveaux quotas de production, bien sûr, mais compte tenu de vos difficultés actuelles... » Jorah sentit sa poitrine se serrer. Il ne pouvait pas perdre Diane, non seulement parce qu'elle était leur employée, la plus compétente, mais aussi parce qu'elle faisait partie de la famille. Ils avaient grandi ensemble, partagé les repas, le travail et les épreuves. « Nous atteindrons les quotas, » dit-elle fermement. L'agent fit un bruit qui ressemblait étrangement à un grognement. « Nous verrons bien. Bonne journée, citoyenne Feldor. » Après son départ, Diane se leva lentement. Il se fiche des quotas. Le nouveau baron veut cette terre. Il cherche des excuses. « Je sais, Joris Flook creusa les sols, un autre geste de stress qu'elle n'avait jamais vraiment surmonté, mais nous avons 3 mois avant l'inspection. Si ton procédé d'extraction des minéraux fonctionne, ça ira, » dit Diane simplement. Puis plus, doucement, mon grand-père a choisi de rester avec ta famille alors qu'il aurait pu s'enfuir. Mon père m'a appris que quoi qu'il arrive, nous devons faire face ensemble. Jorah regarda leur récolte en perdition, leur équipement de fortune, leur unique petit dôme parmi les immenses complexes agricoles qui les entouraient désormais. Il ne restait si peu de leur ancienne grandeur, mais quelque chose de nouveau avait poussé à la place, un lien forgé par le travail commun et le respect mutuel. Ensemble, alors elle acquiesça. Allons travailler sur ces minéraux. Au-dessus d'eux, le processeur atmosphérique du dôme ronronnait régulièrement. Maintenant, l'équilibre délicat des gaz nécessaires à la croissance des cultures terrestres sur un monde étranger. Comme les plantes elles-mêmes, il se trouverait un moyen de s'adapter et de survivre. En orbite, Dawn peignait les dômes agricoles de Delus Fusel d'une lumière rose dorée depuis sa plateforme d'observation. Le vaste réseau de structures interconnectées s'étendait jusqu'à l'horizon, chacune témoignant de 2 générations de croissance prudente et d'innovation. Sa propre crête dorsale projetait une longue ombre sur les plaques polies alors qu'il passait en revue les rapports de production du matin. Le complexe de Dôme 17 affichait un nouveau rendement record. Son directeur des opérations, Vic Sari, remarqua que la peau des jeunes saisans était humide, caractéristique de leur espèce. C'est la 3e saison consécutive où nous dépassons les prévisions et le taux d'accidents humains, dit-il, même s'il connaissait déjà la réponse, 0 incident à signaler dans les zones de culture principale 7, 2 blessures légères lors de la maintenance B, soignées sur place. Vixari Fluke tressaillit. Les inspecteurs grincheux disent que c'est impossible. Ils exigent un autre audit. Delus libéra un léger jet de vapeur. Qu'ils auditent nos registres, ils sont clairs. Des périodes de repos adéquates. Une alimentation suffisante, des groupes de travail stables, un minimum de dignité, ça coûte moins cher que de remplacer constamment les travailleurs blessés. Ils regardèrent une équipe de maintenance sortir d'un des dômes éloignés. Un mélange d'humains et de sestriants travaillant ensemble avec une efficacité rodée.
Même à cette distance, leur confortable familiarité était évidente. Pas de surveillance avec des aiguillons électriques, ni de chaînes ou de contraintes, juste des gens qui font leur travail. Le conseil de la récolte se réunit la semaine prochaine, dit prudemment Vixar. Il est question d'enquêter à nouveau sur nos pratiques inhabituelles, qu'ils enquêtent sur nos rendements qui parlent d'eux-mêmes. C'est au tour de Dell de faire face directement à son subordonné. Savez-vous pourquoi autres opérations ont des taux d'échec aussi élevés? Ils accusent le sabotage humain, prétendant que les esclaves endommagent délibérément le matériel ou gâchent les récoltes. Exactement. Ils supposent que les humains sont intrinsèquement hostiles, alors ils les traitent comme des ennemis, puis ils sont surpris lorsque ce traitement produit exactement le comportement qu'ils redoutaient. Dell fit un geste vers un autre dôme où se déroulait un cours. Des humains plus âgés enseignaient aux plus jeunes la chimie des sols et la régulation atmosphérique. Nous leur donnons une part dans notre succès et les résultats sont évidents. La famille Carpenter leur avait enseigné cette leçon il y a des générations. Aujourd'hui, leurs descendants occupaient des postes de chefs de section et de spécialistes techniques. Tout au long de l'opération, d'autres familles humaines ont suivi des chemins similaires. Elles ont gravi les échelons grâce à leur mérite plutôt qu'à leur droit de naissance. Ce n'était pas la liberté, la loi les classait toujours comme des biens. Mais c'était un type de servitude différent de celui que connaissaient la plupart des humains. Un doux carillon annonça l'arrivée d'un autre visiteur. Ryan Carpenter émergea de la falaise, un datapad à la main. Comme beaucoup d'humains modernes dans les opérations de Fizeldorf, il portait des vêtements de travail pratiques plutôt que des habits d'esclaves. Ses traits sombres étaient marqués par l'inquiétude. « Lord Feldor », dit-il, utilisant le titre honorifique qui n'avait plus aucune valeur légale. « Nous avons reçu une nouvelle demande concernant nos protocoles de culture. Le consortium Maxent tente cette fois-ci de reproduire notre succès. » Delus demanda « Ils veulent les spécifications techniques de nos systèmes de gestion des sols. Pas les programmes de formation qui les font fonctionner, bien sûr. » Delus émit un son qui, chez son espèce, passait pour un rire. « Bien sûr que non, ils veulent des fruits sans planter l'arbre. » Il s'interrompit, remarquant le malaise persistant de Ryland. « Il y a autre chose. Des nouvelles des colonies minières. Encore des émeutes. La réponse des Crackties a été sévère. L'atmosphère dans la pièce se refroidit sensiblement. Tout. Le monde connaissait les conditions dans les mines. Les Crackties faisaient littéralement travailler leurs humains jusqu'à la mortaie en importèrent davantage lorsque leur population diminuait trop. C'était techniquement légal. Mais combien? Demanda Delus à voix basse. Au moins 300 morts, principalement des travailleurs âgés et enfants. La voix de Ryland restait professionnelle, mais ses mains serraient fermement la tablette. On parle d'autres soulèvements qui se propagent à d'autres installations. Vixari se dandina, mal à l'aise. Ce n'est pas notre problème. Nous ne pouvons pas nous immiscer dans les affaires des autres maisons. La gestion des biens, pas les Delus. D'accord, mais nous pouvons veiller à ce que nos propres pratiques restent irréprochables. Ryland augmenta le budget du programme de formation de 20%. Je veux que tous les humains travaillant pour nous soient formés au moins 2 systèmes techniques. Le Conseil de la récolte ne va pas aimer ça, a averti Vixari. Le Conseil de la récolte ne nourrit pas la moitié du secteur, a rétorqué Delus. Nos méthodes fonctionnent, les autres finiront par l'accepter. Alors que les autres partaient, Delus est resté devant la fenêtre, regardant ses dômes scintiller dans la lumière du matin. C'est son arrière-grand-mère qui a commencé ce traitement. Les humains en tant que personnes plutôt que comme des outils. Sa grand-mère l'avait développé en créant les programmes éducatifs que sa mère avait perfectionnés pour aboutir au système actuel, chaque génération s'appuyant sur la précédente pour créer quelque chose d'unique dans la galaxie, un endroit où les humains pouvaient apprendre le respect grâce à leurs capacités, plutôt que par la peur. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas la liberté, mais c'était un début. Un vaisseau de transport passait brièvement au-dessus de la plateforme, quelque part dans les mines où les humains moururent dans l'obscurité, quelque part dans les secteurs riches où ils servaient de symbole de statut social. Mais ici, dans ces dômes
Quelque chose de différent était en train de naître, quelque chose qui allait changer bien plus que le rendement des récoltes. Delphus vérifia une dernière fois les rapports de production avant de se rendre à sa prochaine réunion. Les chiffres étaient clairs, la dignité rapportait plus que la peur. Tôt ou tard, l'économie obligerait les autres à apprendre cette leçon. Il espérait que cela ne coûterait pas trop de vies avant qu'il ne le fasse. La chambre législative de New Satisha ne ressemblait guère à la grande salle du Conseil où le destin de l'humanité avait été décidé des générations auparavant. Son architecture privilégiait la fonctionnalité la grandeur, les lignes épurées des minéraux composites, plutôt que les pierres sculptées les contrôles atmosphériques pratiques, plutôt que les plafonds vertigineux. Pourtant, Maris Feldor trouvait cet endroit intimidant alors qu'elle se préparait à s'adresser aux représentants assemblés. Les chiffres ne mentent pas, elle commença son discours, le dos droit malgré sa nervosité. Les mondes qui ont adopté nos protocoles agricoles affichent une amélioration constante de leur productivité. La corrélation entre les conditions de travail des humains et la production économique est indéniable. Des projections polo clignotaient au-dessus de la chambre, affichant des décennies de données soigneusement recueillies, rendements agricoles, taux d'efficacité industrielle, statistiques sur la longévité des travailleurs. Chaque graphique racontait la même histoire sous un angle différent. Les fissures apparaissaient. Les délégations rejetaient ces conclusions. Une silhouette imposante figurine provenant de la section de l'opposition. Nos méthodes nous ont bien servi pendant des générations. Vos méthodes entraînent un taux de mortalité annuel de 40% parmi les travailleurs, rétorqua Maris en brandissant deux nouveaux chiffres. Vous dépensez plus pour remplacer les humains morts que nous pour former ceux qui sont en vie. Ce n'est pas seulement cruel, c'est du gaspillage. Un murmure parcourut la salle. Il était pratiquement inconcevable de contester ouvertement Crack, mais 3 générations de succès avaient dévalu à la famille Falor quelque chose que leurs ancêtres avaient de perdu, une influence légitime. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'économie, a poursuivi Mars. Toutes les espèces intelligentes représentées ici bénéficient de protections juridiques fondamentales. Même nos animaux destinés à l'alimentation ont des normes de soins, mais les humains, qui font preuve d'une intelligence égale à la nôtre, sont classés comme de simples biens parce qu'ils sont d'une autre espèce. Les coupes budgétaires. Dans The Invasion, on prouvait que The Invasion prouvait qu'ils se battraient pour protéger leur foyer. Maris interrompit Ed, comme n'importe lequel d'entre nous l'aurait fait, mais au cours des décennies qui ont suivi, combien de soulèvements humains ont eu lieu dans des opérations qui les traitent avec respect? Combien d'actes de sabotage dans des installations qui offrent une éducation et une rémunération équitables? Elle présenta encore plus de rapports sur la sécurité des données couvrant 50 ans d'opérations agricoles. Le contraste entre les différentes approches de gestion était frappant. Drake Carpenter se frayait un chemin parmi les représentants réunis. Sa présidente, dont la présence même témoignait du changement. En tant que conseiller opérationnel en chef de Feldorf Enterprises, il avait gagné le droit d'assister aux sessions législatives, même s'il ne pouvait toujours pas s'adresser officiellement à eux. Leurs regards se croisèrent brièvement lorsqu'il prit place près de son podium. Son expression était soigneusement neutre, mais elle pouvait lire l'attention dans son attitude. Ils avaient repassé des mois à préparer ce moment, sachant qu'ils auraient une seule chance de changer des générations de lois établies. Je propose Maris. Éleva légèrement la voix. Une norme fondamentale des droits de l'homme. Rien d'extrême, simplement des protections fondamentales contre les abus. Des exigences en matière de soins adéquats, est le droit d'obtenir un statut grâce au mérite. La Chambre éclata en une cacophonie d'arguments. Les plaques de cornes de la délégation des Crack Thigh cliquetèrent d'agitation, tandis que divers représentants des marchands calculaient frénétiquement les implications économiques. « Vous allez bouleverser des siècles d'ordre établi, » grogna le cracky speaker. « Vous allez suggérer de les laisser voter. Je suggère d'éviter le gaspillage de ressources précieuses, » répondit Maris d'un ton calme. « Vos propres rapports financiers montrent le coût du remplacement constant des travailleurs.
Nos méthodes donnent de meilleurs résultats à moindre coût. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'économie pure et simple. Elle sentit Drake bouger légèrement à côté d'elle, un signal subtil indiquant que le soutien qu'ils avaient organisé gagnait du terrain parmi les maisons marchandes. L'influence des cracks était forte, mais le crédit l'emportait sur la tradition. Un programme test, peut-être, proposèrent certains représentants marchands, limités aux activités agricoles. Au début, les haut-parleurs craquelés ont commencé à protester, mais d'autres se sont déjà joints à eux. Des incitations à la participation volontaire pour une adoption rapide ont été mises en place. Maris a gardé une expression neutre pendant que le débat se poursuivait, mais elle a vu les mains de Drake se crisper légèrement. Ils savaient tous les deux que cela allait arriver. Les marchands soutiendraient des protections de base, car cela leur permettrait d'économiser de l'argent. Les maisons plus progressistes s'appuieraient sur cette base pour aller plus loin. Le changement serait lent de manière inégale, mais il viendrait. Le vote final fut adopté à une faible majorité. Les protections étaient des restrictions de base sur les normes de punition physique, les normes alimentaires et les périodes de repos, et limitaient le droit d'obtenir de privilèges supplémentaires par le service. Mais c'était un début. « Ce n'est pas suffisant », dit Drake doucement, alors qu'ils quittèrent la salle quelques heures plus tard. Ces protections traitent toujours les humains comme des biens, juste des biens qui doivent être entretenus correctement. C'est un premier pas, répondit Maris. Le changement vient progressivement, puis soudainement tu me l'as appris. Il acquiesça lentement. La phrase était tirée d'un des livres humains qu'ils avaient étudiés ensemble lorsqu'ils étaient enfants, techniquement illégaux, que la famille Fiseldorf avait conservé dans ses bases de données éducatives. Mon arrière-grand-père disait que la liberté pousse comme les cultures, dit Drake. Tu plantes les graines, tu les cultives avec soin et tu fais confiance à la récolte. Maris libéra un léger jet de vapeur en signe d'appréciation pour la métaphore culturelle de l'âgé. Ta famille a toujours compris la patience, 3 générations ont travaillé avec la mienne, chaque étape s'appuyant sur la précédente, et maintenant nous avons planté quelque chose de nouveau. Voyons ce qui en sortira. Ils se séparèrent. Drake se dirigea vers le transport qui le ramènerait au complexe agricole. Maris alla rejoindre les autres représentants pour discuter des détails de la mise en œuvre tous deux, sachant que la petite victoire d'aujourd'hui pourrait avoir des répercussions que peu pouvaient prédire au cours du siècle qui avait suivi l'asservissement des humains. C'était la première reconnaissance officielle des droits en tant qu'être pensant. Ce n'était pas grand-chose. Cela ne s'appliquait qu'à un seul monde, mais c'était comme une fissure dans un... Même de petits changements peuvent provoquer une inondation. La question était de savoir si cette inondation allait entraîner la destruction ou la transformation. Kyla Feldor regardait l'empire agricole de sa famille partir en fumée depuis la plateforme d'observation de leur dernière navette encore intacte. Les immenses dômes, qui avaient nécessité plusieurs générations pour être construits, s'effondraient les uns après les autres tandis que des émeutes balayaient le complexe. Les lumières de secours clignotaient à travers le nuage de fumée et l'atmosphère qui s'échappait, peignant tout d'une lumière surréaliste rouge et blanc. Les colonies minières sont en pleine révolte, a rapporté son chef de la sécurité, le Flouk frémissant sous l'effet d'un stress à peine contenu. Les forces d'intervention de Crackstar étaient débordées. Quelqu'un avait donné aux humains accès à des armes de qualité militaire. Il y avait toujours quelqu'un pour le faire, a déclaré Kayla à voix basse. 3 ans de guerre civile croissante lui avait appris que chaque défaite créait de nouvelles armes. Chaque victoire suscitait une nouvelle résistance. Les changements soigneusement contrôlés que sa mère avait défendus avaient explosé en un conflit à l'échelle de la galaxie. Le réseau de communication principal grésillait. Une transmission provenant du complexe 7 était en cours. Faites passer. Le visage de Théon Carpenter apparut sur l'écran le plus proche, de la fumée et des étincelles visibles derrière lui, comme beaucoup d'humains à présent. Il ne portait aucune marque d'esclave ni étiquette d'identification. Ses yeux reflétaient un mélange de détermination et de regret. « Nous avons sécurisé les silos de stockage principaux », rapporta-t-il.
Mais nous ne pouvons pas les tenir. Le bombardement est trop intense. Vous n'auriez pas dû avoir à le faire. Le trou de communication de Kayla libéra un jet de vapeur. C'étaient vos hommes qui attaquaient. Le front de libération n'est pas mon peuple, Théon, l'interrompit-elle, brusquement. Mon peuple a construit ces dômes avec votre famille. Mon peuple a travaillé pour un vrai changement, pas pour ce bain de sang. Son expression s'adoucit légèrement, mais je ne peux pas les arrêter. Personne ne le peut maintenant. Une autre explosion secoua le complexe. Sur d'autres écrans, Kayla pouvait voir des scènes similaires se dérouler dans des dizaines de mondes. Le front de libération avait lancé des frappes coordonnées partout où des humains étaient détenus, les armant avec des armes passées, en contrebande par des marchands sympathisants ou volés dans des dépôts militaires. Les Crackthaig et leurs alliés ont répondu par une force écrasante, traitant chaque humain comme un insurgé potentiel. Au milieu de tout cela se trouvaient des opérations comme les fermes de Feldorf, des endroits où les humains et les extraterrestres avaient appris à travailler ensemble, où le changement s'était opéré naturellement. Maintenant, ces décennies de progrès partaient littéralement en fumée. « Tu devrais partir », dit Théon en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers quelque chose hors champ. Plus de 20 décennies de progrès mettaient littéralement en fumée. « Tu devrais partir », dit Théon en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers quelque chose hors de l'écran. « D'autres vaisseaux Crackthaig approchent. Ils ne feront pas la différence entre les humains et ceux qui ont travaillé avec eux. Viens avec nous, proposa Kayla, sachant quelle serait sa réponse. Il secoua la tête. Je ne peux pas abandonner mon poste. Quelqu'un doit protéger les chambres fortes. Tout ce que nous avons développé ensemble, les souches résistantes à la sécheresse, les adaptateurs atmosphériques, tout est là. Le futur aura besoin de ces connaissances une fois que tout ça aura brûlé. Un chef de la sécurité l'interrompit. « Madame, nous devons quitter l'orbite immédiatement. Les vaisseaux ennemis approchent et sont à portée de tir. » Kayla fixait l'écran, regardant cet humain dont la famille était liée à la sienne depuis des générations. « Théon, nous savions que ça pourrait arriver, » dit-il. « Trop de pression s'est accumulée pendant trop d'années, ça devait casser quelque part. » Il esquissa un léger sourire. « Mais nous avons prouvé que ça pouvait marcher. Les humains et les extraterrestres peuvent construire ensemble quelque chose qui en vaut la peine. Peut-être qu'une fois les combats terminés, quelqu'un s'en souviendra. L'écran s'est éteint lorsque le réseau de communication du complexe 7 a été touché de plein fouet. Kalia regarda les flammes se propager dans le secteur agricole où elle avait grandi, où elle avait appris la propulsion et la chimie aux côtés d'enfants humains qui étaient devenus ses amis pour la vie. « Cap sur les territoires neutres », demanda le pilote. K décida que ce qui restait des vaisseaux marchands se rassemblait là-bas, loin du front de libération et des forces de Crackthaig. Alors qu'ils quittèrent l'orbite, elle consulta les dernières nouvelles. Le front de libération revendiquait des victoires sur une douzaine de mondes. Les forces de Crackthaig ripostaient par des bombardements orbitaux, les maisons marchandes choisissaient la fuite ou se réfugiaient dans l'espace, neutre et quelque part dans ce chaos, le vieux rêve d'une coopération pacifique était enterré sous le poids de siècles de haine accumulée. « Lancez le fichier d'archives », ordonna-t-elle, ordonna le code de sécurité Fuseldorf Prime. L'ordinateur du vaisseau Akit afficha des images datant de plusieurs décennies, le discours de sa mère devant la Chambre législative plaidant pour les premières lois sur les droits de l'homme. Cela semblait incroyablement naïf maintenant de penser qu'il pouvait gérer le changement par des réglementations prudentes et des incitations économiques, mais en regardant sa mère parler de la dignité, rapportant de meilleurs rendements, que la peur, Kayla comprit quelque chose de nouveau. Ils n'avaient pas échoué parce que leur idée était mauvaise, mais parce qu'ils avaient essayé de transiger avec un système fondamentalement corrompu. Le véritable changement ne pouvait pas venir d'un ajustement des règles de l'esclavage, il devait venir d'une rupture totale avec ces règles. Son chef de la sécurité s'approcha prudemment. « Les Crackthaig exigent que nous dénoncions les rebelles humains. Ils rappellent à tout le modèle opposition de nos ancêtres à l'invasion initiale. Laisse-les faire, dit Kayla. Nous avons
Passer des générations à essayer de suivre la voie du milieu, regarde où cela nous a menés. Elle regarda les étoiles en pensant à Théon défendant les coffres contenant toutes les connaissances et les opérations Cooper qu'ils avaient construits ensemble. Tout n'était pas perdu, passe complètement. Le moment n'était tout simplement pas encore venu. Envoyez un message à la flotte marchande, ordonna-t-elle à la famille Fiseldorf. Offrez l'asile à tous les humains fuyant les zones de combat. Vous en subirez les conséquences. Les chefs de la sécurité frappèrent le pont avec agitation. Les Crackthai nous déclareront ennemis de l'ordre. Les Crackthai se sont déclarés ennemis du progrès il y a longtemps, répondit Kayla. Nous avons simplement mis trop de temps à l'accepter. Leur navette s'éloigna du monde en feu, emportant avec elle des générations de rêves et de coopération. Derrière eux, l'humanité luttait pour sa liberté avec des armes volées et un courage désespéré. L'avenir était incertain, mais peut-être offrait-il une chance de reconstruire ce qui avait été perdu dans le feu et le sang. Kayla repensa aux paroles de Théon sur le souvenir. Peut-être que ce serait là le dernier héritage de sa famille, non pas en tant que magnate de la politique ou baron de l'agriculture, mais en tant que preuve vivante que la coopération était possible, si quelqu'un survivait pour s'en soucier. Kayla Feldorf trembla légèrement en ajustant les commandes de son fauteuil Hoover pour le rapprocher de la fenêtre d'observation de son modeste appartement. La ville tentaculaire en contrebas avait tellement changé depuis qu'il s'était réfugié ici. Ce qui avait autrefois été un petit port de commerce dans les territoires neutres était devenu la capitale de facto de la Fédération universelle de la vie. Le paysage urbain reflétait son nouveau statut. D'élégantes flèches conçues pour les espèces volantes s'élevaient à côté d'habitats sous pression destinés aux races aquatiques. Des bulles environnementales maintenaient des dizaines de combinaisons atmosphériques différentes permettant à des espèces de toute la galaxie de vivre et de travailler ensemble. Partout, les humains se promenaient librement par mieux. Son trou de communication libérait un jet sifflant, la vieillesse rendant même cette simple fonction difficile. Sur les flux d'informations flottant à côté de sa fenêtre, 3 conflits différents se déroulaient simultanément. Leur front de libération s'était scindé il y a des années, donnant naissance à la Ligue planétaire humaine, des extrémistes qui prônèrent la suprématie humaine dans un isolement xénophobe. Ils combattaient à la fois les forces anti-humaines restantes et la Fédération de la vie universelle, affirmant que tout extraterrestre ayant jamais soutenu l'esclavage méritait la mort. D'autres rapports provenant de la frontière fissurée, dit doucement son assistant médical. Le jeune Assar, Carpenter perpétuait toujours la tradition familiale du service, même si celui-ci était désormais libre et non plus obligatoire. Le HPL a pris 3 autres systèmes. Montre-moi, demanda Kayla d'une voix faible mais claire. Les flux passèrent à des images de vaisseaux de guerre humains conçus, volés et améliorés au cours de décennies de conflits, démantelant systématiquement les défenses du monde minier de Crackthai. Les tactiques du HPL étaient d'une efficacité impitoyable, nées de générations de connaissances accumulées sur les faiblesses de leur ancien maître. Ils évaluent les civils. Au moins, nota Astede en vérifiant les signes vitaux de Kayla avec une aisance acquise par l'habitude. L'influence du général fédéral A semblait modérer leurs pires pulsions, du moins chez certains d'entre eux, admit Kayla. Mais surveiller leur force terrestre, dit-elle alors que les images zoomaient sur les opérations d'atterrissage. Les troupes humaines se déplaçaient avec une précision dévastatrice et occupaient des positions défensives, équipées d'armes spécialement conçues pour transpercer les plaques d'armure craquelées. Leur avancée était sans pitié. Non-Quarter n'était pas accordé à leurs anciens oppresseurs. Grand-mère disait que la dignité rapportait plus que la peur. Kayla, amusée, se demanda ce qu'elle penserait de ces humains qui se révélaient tout aussi capables de cruauté que les espèces qui les avaient asservis. Pas tous les humains, lui rappela Hazard gentiment. La fédération s'est renforcée chaque jour, plus de monde se sont joints, plus d'espèces travaillent ensemble en tant qu'égaux. C'est vrai.
La Fédération de la vie universelle était passée d'une poignée de colonies de réfugiés à une véritable puissance offrant une alternative à la suprématie humaine et à l'ancien ordre, mais le coût avait été énorme. Les systèmes d'élite avaient détruit des siècles de connaissances accumulées, perdues dans les combats à l'ombre d'anciennes injustices, empoisonnant toute tentative de réconciliation. Un doux carillon annonça l'arrivée d'un autre visiteur. Kayla ne fut pas surprise de voir le petit-fils de Théon, Reed Carpenter, franchir la porte. Les traits sombres du jeune homme ne ressemblaient guère à ceux de son grand-père, mais son attitude dégageait la même dignité tranquille. « Le conseil est en réunion », annonça-t-il sans préambule. Les dernières avancées du HPL les effraient. Ils parlent de frappe préventive. Ce sont des imbéciles. Kayla frappa l'accoudoir de sa chaise. La Ligue en servirait comme excuse pour abandonner toute prétention de retenue. Combien de fédérations, combien de mondes mourraient dans ce feu croisé? Reed acquiesça. C'est pour ça que je suis là. Ils veulent ton témoignage sur les débuts, sur la façon dont la coopération entre les espèces était possible même sous le système esclavagiste. Ils pensent que ça pourrait aider à modérer les extrémistes. Kayla poussa un son qui aurait pu un rire dans sa jeunesse. Ils voulaient que je leur raconte comment ma famille s'était enrichie grâce au travail des humains, comment nous nous félicitions d'être des maîtres bénéfiques tout en possédant des êtres pensants comme propriété. Ils veulent que tu leur parles des archives SE, dit Reed à voix basse, de la façon dont les humains et les extraterrestres travaillaient ensemble pour créer quelque chose de durable, de la preuve que la coexistence est possible. Les yeux vieillis. De Kayla se fixèrent sur la ville à l'extérieur, quelque part dans les archives sécurisées de la Fédération des archives sécurisées. Les innovations agricoles que sa famille avait développées avec les Carpenters contribuaient à nourrir des dizaines de mondes. Les connaissances que Théon avait défendues au péril de sa vie permettaient désormais de nourrir le rêve d'une galaxie véritablement unie. « Très bien, dit-elle enfin. Aidez-moi à me préparer pour le transport. Le Conseil doit savoir comment tout cela a commencé, non pas pour excuser le passé, mais pour comprendre comment nous pouvons encore façonner l'avenir, comme Reed et ASD l'aida à s'installer dans un fauteuil volant plus officiel. Kayla regarda les dernières nouvelles défiler sur les écrans. Les forces de la HPL avançaient, les Cracktails battaient en retraite, la Fédération tentait de maintenir la paix avec un succès de plus en plus limité, tout cela découlant de ce premier vote fatidique. Il y a des générations, lorsque la galaxie avait choisi la peur plutôt que la compréhension. Nous pensions pouvoir les contrôler, dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à son auditoire. Le Conseil, les Cracktails, même sa propre famille. Nous pensions tous pouvoir exploiter la force de l'humanité tout en contenant son esprit. Au lieu de cela, ils ont appris de nous, ont adopté nos technologies, ont absorbé nos connaissances et les ont retournées contre nous, exactement comme l'avait prédit le premier représentant. Mais pas tous, lui rappela Azarden, réglant les paramètres médicaux du fauteuil. Certains d'entre nous ont appris à travailler ensemble. Oui, acquiesça Kayla. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que nous puissions partager avec le Conseil. La galaxie a voté l'asservissement de l'humanité par peur, et maintenant, elle implore la pitié par la même peur. Mais il existe une autre voie, celle pour laquelle ma famille s'est battue et est morte. La coopération née, le respect de l'égalité véritable. Elle fit un geste vers la fenêtre où des vaisseaux de toutes les formes déplaçaient selon des schémas de circulation soigneusement coordonnés. Nous pouvons encore construire quelque chose de valable ensemble si nous sommes assez courageux pour essayer. Le fauteuil Hoover se mit en marche et la transporta vers la salle du conseil où elle raconterait une dernière fois son histoire à sa famille, non pas pour obtenir l'absolution, leur péché était trop grave pour cela, mais pour être comprise, pour espérer que l'avenir puisse tirer les leçons des erreurs du passé. À l'extérieur de la ville, sous la lumière d'un soleil étranger, son existence même témoignait des possibilités que personne n'avait imaginées lorsque le destin de l'humanité avait été scellé. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait façonné par les choix faits aujourd'hui, tout comme le présent avait été façonné par les choix faits alors.
Kyle espérait seulement qu'il choisirait plus judicieusement cette fois-ci. Le signal de diffusion coupé sur toutes les chaînes, tous les flux, tous les réseaux de communication dans l'espace colonisé Nord et Feldor étaient assis, raides dans leur fauteuil de bureau, le blowhole bien serré, tandis qu'une scène se déroulait sur leur écran. Autour d'eux, l'activité normale du centre commercial de la Fédération était au point mort. Tous les humains et les extraterrestres regardaient avec une fascination horrifiée. L'ancienne salle du Conseil était exactement telle que la décrivèrent les archives historiques. La même architecture imposante, les mêmes salons centraux de sièges, le même podium où l'esclavage de l'humanité avait été décrété des générations auparavant. Mais aujourd'hui, ces sièges étaient occupés par des personnes très différentes. Les membres survivants du Conseil étaient agenouillés en rang, leurs anatomies diverses, contraintes à des poses de soumission. Derrière eux se tenaient des soldats humains vêtus d'armures noires et portant l'emblème de la Ligue planétaire. Leurs armes étaient plus cérémonielles que pratiques, d'anciens fusils à projectiles qui avaient armé les forces militaires de la Terre. « Un lieu approprié !» déclara une voix hors champ. « La même salle où vous avez condamné notre espèce à l'esclavage, le même podium d'où vous avez prononcé votre jugement, les mêmes sièges où vous avez voté notre liberté. » Le chef entra dans le champ de la caméra Augustus Veil, commandant suprême de la Ligue planétaire humaine. Son uniforme d'apparat était immaculé, son attitude presque aristocratique. Rien dans son comportement ne suggérait la brutalité de ses campagnes contre les mondes extraterrestres. Pendant des siècles, vous avez détenu l'autorité sur cette chambre, poursuivit-il. Maintenant, c'est nous qui détenons l'autorité sur vous. La question est de savoir quel jugement nous allons prononcer. Un murmure parcourut le bureau de Noren lorsqu'une autre silhouette entra dans le champ. Brendan Mace, haut-commissaire de la Conseil des Affaires humaines de la Fédération universelle de la vie. Sa présence ici n'avait aucun sens. La Fédération et la Ligue étaient censées être de meilleurs ennemis. La Fédération avait approuvé cela, murmura l'assistant de Noren, incrédule. Impossible, répondit Noren. Mais le doute s'insinua dans sa voix. Les membres humains de la Fédération étaient devenus de plus en plus intransigeants ces dernières années, poussant à une action plus ferme contre les anciennes puissances esclavagistes à l'écran. Mace prit place aux côtés de Ville. La Fédération universelle de la vie et la Ligue planétaire humaine sont parvenus à un accord. Même si nous divergeons sur les méthodes, nous sommes d'accord sur le fait que l'ancien ordre doit être complètement démantelé, à commencer par ce symbole de pouvoir. L'un des membres du Conseil, un noble à la cuisse fêlée dont les plaques de cornes avaient été délibérément brisées, prit la parole. Vous parlez de démanteler l'ancien ordre tout en embrassant ses pires aspects. Regardez-vous, vous commettez les mêmes cruautés que vous avez autrefois condamnées. Non. Le sourire de Ville était terrifiant dans sa douceur. Nous ne commettons pas de cruauté, nous rendons justice. Il y a une différence. La différence, ajouta Mace, c'est que nous ne vous asservissons pas. Nous ne vous exploitons pas à mort. Dans des esprits, nous ne prenons pas vos enfants comme des biens. Nous mettons simplement fin à votre capacité de faire ces choses à nouveau. Les implications restèrent suspendues dans l'air pendant un moment avant que Ville ne lève la main. Les soldats levèrent leurs fusils, des armes primitives, choisies délibérément pour leur signification historique. « Attendez !» Un autre membre du Conseil tenta de se lever mais fut contraint de se retirer. « Nous pouvons négocier. Les principes de la Fédération ne sont pas en cause ici. » Mace, interrompit-il. « Ce n'est pas une action de la Fédération, c'est l'humanité. Toute l'humanité. L'ancien ordre prend fin aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. » Les fissures apparurent sur la cuisse de Noble. Les fusils crépitèrent à l'unisson. L'assistant de Noren se détourna, mais Norin se força à regarder. Son espèce s'était adaptée pour traiter les informations visuelles dans les moindres détails. Chaque instant s'imprima dans sa mémoire. La mort des membres du Conseil fut rapide. Au moins, les armes étaient primitives, mais les soldats visaient avec précision. Une fois leur tâche accomplie, Veil se tourna vers la caméra pour
s'adressait directement à tous ceux regardaient. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que l'humanité parle d'une seule voix quand il s'agit de rendre justice pour les torts passés. Souvenez-vous que même si la Fédération et la Ligue peuvent être en désaccord sur beaucoup de choses, nous sommes unis pour veiller à ce que les anciens pouvoirs ne se relèvent jamais. La diffusion s'interrompit brusquement, laissant tous les écrans du centre commercial dans le noir pendant un instant avant que la programmation normale ne reprenne, mais personne ne bougea pour changer de panneau ou reprendre ses tâches. Les implications étaient trop stupéfiantes. Ils avaient travaillé ensemble tout ce temps. L'assistant de Noren murmura les avancées de la Ligue. La pression diplomatique de la Fédération avait été coordonnée, pas tout à fait, corrigea Noran, dont l'ascendance maritime se manifestait par la pâleur de sa peau. Mais depuis assez longtemps, les membres humains de la Fédération devaient être parvenus à un accord avec la Ligue, un partenariat limité pour détruire leur ennemi commun. Mais la Fédération défendait l'égalité et la coopération entre les espèces, et combien d'humains de la Fédération font vraiment confiance à cette coopération? La nageoire de Noren trembla légèrement. Combien d'entre eux portent encore en eux des générations de ressentiment? La Ligue leur a offert quelque chose que la Fédération ne pouvait pas leur offrir. La vengeance les entourait. Les humains et les extraterrestres commençaient à bouger à nouveau, mais différemment. Des siècles d'intégration minutieuse semblaient soudainement fragiles, même ici, au cœur de l'espace de la Fédération. De vieilles peurs se réveillaient. Envoyez un message à notre service de sécurité. Chef Norin a ordonné de vérifier les gardes et toutes les installations sensibles et de me trouver un canal sécurisé vers le quartier général de la Fédération. Quelqu'un là-bas doit pouvoir expliquer ce dont nous venons d'être témoins, mais son assistant s'est empressé d'obéir et s'est demandé si une explication serait suffisante. La galaxie venait de voir les deux factions opposées de l'humanité travailler ensemble pour exécuter leurs anciens maîtres. Le message était clair. Les humains peuvent se battre entre eux, mais ils s'uniront contre leurs anciens oppresseurs. Plus inquiétant encore, cela révélait quelque chose sur la Fédération elle-même. Combien d'autres accords secrets existaient? Combien d'autres principes soigneusement préservés seraient sacrifiés à des expédients? Devant ces fenêtres, les vaisseaux continuaient de suivre leur trajectoire habituelle dans les couloirs encombrés du centre commercial, mais s'il remarqua que le vaisseau humain semblait se déplacer avec une assurance particulière. Les autres lui laissaient un peu plus d'espace que nécessaire. L'ancien ordre venait de mourir dans la salle du conseil. Qu'est-ce qui allait le remplacer? Vu. L'université de New Satya était fière d'être l'institution la plus progressiste de l'espace de la Fédération. Son campus semblait intégrer des systèmes environnementaux pour des dizaines d'espèces, et son corps enseignant représentait plus de 30 civilisations différentes. Son engagement en faveur de l'égalité universelle était littéralement gravé dans l'arche de pierre au-dessus de son entrée principale. La connaissance ne connaît aucune espèce. Petra Feldor trouvait tout cela plutôt hypocrite. Elle observait depuis son petit bureau les étudiants se déplacer entre les cours. Sa silhouette élancée de Satienne était à peine reconnaissable par rapport à ses ancêtres, malgré des générations de dérives génétiques, mais tout le reste de sa vie leur aurait été totalement étranger. Son nom de famille n'avait plus aucune importance. Elle avait gagné sa place au département de sociologie xénoniquement grâce à son mérite. Une voix douce annonça son prochain rendez-vous à l'heure prévue. Un jeune étudiant diplômé entra, un jeune crack dont la corne pèle la douceur de l'adolescence. « Professeur Feldor, au sujet de ma proposition de thèse. Asseyez-vous, Tarn. » Elle lui indiqua la chaise conçue pour accueillir la colonne vertébrale rigide de son espèce. « J'ai lu votre plan, la méthodologie semble solide, mais j'ai des réserves quant à vos hypothèses de base. » Les assiettes des étudiants cliquetaient nerveusement. « Est-ce la taille de l'échantillon? Je peux élargir le panel. » C'est votre prémisse. Petra l'interrompit doucement. Vous essayez de prouver que les humains ont des tendances agressives, inhérentes tendances agressives en étudiant leurs activités récréatives, mais vous ne vous intéressez qu'aux sports de contact et aux simulations de combat. Vous ignorez leur musique, leur art,
leurs rassemblements communautaires, mais ces tendances agressives sont bien documentées, protesta Tarn. Même les rapports militaires fédéraux montrent que les soldats humains sont plus susceptibles de s'engager dans des manœuvres de combat à haut risque, et les statistiques de la criminalité sont fortement biaisées par des rapports partiaux, conclut Petra. Combien de fois avez-vous personnellement vu des humains se battre dans le quartier? Étudiant? Eh bien jamais, mais vous avez entendu des histoires, tout le monde a entendu des histoires. Petra tressaillit de frustration. C'est exactement le genre de raisonnement circulaire que nous devons éviter dans le travail universitaire. Les étudiants se raidissent sur la défensive. Le professeur Tru dit que nous devons reconnaître l'histoire de l'évolution et l'analyse sociologique. Les humains ont évolué en tant que prédateurs dans un monde mortel, cela doit avoir une incidence sur leur comportement. Le professeur Trell, dit Petra avec prudence, laisse ses expériences personnelles pendant la guerre influencer son jugement académique. Elle afficha une autre série de statistiques sur son écran. Regardez le taux de diplomation, les certifications professionnelles, les réalisations artistiques. Les humains excellent dans des dizaines de domaines qui n'ont rien à voir avec la force physique ou l'agressivité, mais nous nous concentrons massivement sur leur capacité à la violence. La Ligue, commença Tarn. La Ligue planétaire Humaine a lancé une offensive majeure il y a 15 ans, rétorqua Petra. Ils se sont divisés en colonies indépendantes, dont la plupart s'intéressent davantage au commerce qu'à la conquête, et pourtant, nous continuons à traiter chaque humain comme une menace potentielle. Elle fit un geste vers la fenêtre où un étudiant humain était assis sous un arbre, en train de lire, complètement ignoré par ses camarades. Personne n'était ouvertement hostile, cela aurait enfreint le règlement de l'université, mais la distance subtile entre les autres étudiants, la façon prudente dont ils se déplaçaient autour de lui sans le regarder face en disait long. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi la zénithologienne sociologie ?» demanda-t-elle. Taran secoua la tête, ce qui équivalait à un signe de dénégation. Parce que ma famille a passé des générations à prouver que la coopération entre les espèces était possible, que traiter les autres avec dignité produisait de meilleurs résultats que la peur ou la force. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui prône l'égalité tout en pratiquant 1000 petites formes d'exclusion. Elle se tourna vers son étudiant. Si vous voulez étudier les comportements humains, je vous aiderai à mettre au point une méthodologie. Mais vous devez d'abord reconnaître vos propres préjugés. Nous en avons tous. L'étudiant partit, l'air pensif, mais pas convaincu. Petra le regarda s'éloigner, remarquant comment il évitait inconsciemment l'étudiante humaine sous l'arbre. Son prochain rendez-vous n'était pas avant 1 heure. Elle consulta donc les archives historiques. Des images de ses ancêtres remplirent